jour, on était en train de parler de l'année horrible de la couronne britannique. Horrible. On disait qu'on allait faire une petite rétrospective de tout ce qui s'était passé en vidéo. On adore. Ah, on adore les vidéos. Alors, Bertrand, on va revoir ces images-là. Je voudrais qu'on revoie, non parce que ça c'était quand même, alors ça c'est un tremblement de terre, un tsunami mais mondial, là je plaisante pas du tout quand on dit ça, la mort de la reine le 8 septembre 2022. On va regarder ce petit extrait, on va en parler, c'est la BBC, mais alors le monde s'arrête, la reine est décédée et voilà l'annonce qui a eu lieu sur la BBC. Buckingham Palace vient d'annoncer la mort de la reine, Sa Majesté Elisabeth II. Dans son communiqué, le palais dit qu'elle est partie en paix à Balmoral cet après-midi. La BBC enregistre ce programme spécial en l'honneur de la reine, Sa Majesté Elisabeth II. Regardez, c'est dingue ça. Et alors juste quelques minutes avant, deuxième vidéo, regardez, ils ont interrompu tous les programmes. On passe en édition spéciale, on n'arrête plus là. C'est normal. Nous venons d'avoir des nouvelles du palais de Buckingham. La reine est sous surveillance médicale à Balmoral. Les docteurs se sont inquiétés pour sa santé, mais d'après nos informations, la reine est apaisée et sa famille proche a été informée qu'elle était sous surveillance médicale. C'est incroyable. Ah bah, breaking news là, enfin, forcément, c'est hop, mais non, mais c'est tellement brutal. T'aimes ou pas la couronne, Sacha? Bien sûr, bien sûr. Il disait, Sacha, j'aime pas la couronne britannique, c'est son choix. Il y a plein de gens qui aiment pas ça. Que les autres. C'est un moment historique. C'est un moment historique, on s'en souviendra tous. D'ailleurs, la cérémonie après son décès a été suivie par près de 8 millions de personnes en France, donc c'était énorme. C'est un sujet qui intéresse des millions de Français. 4 milliards. Oui, c'est ça. C'est que dalle. Non, mais c'est un truc de dingue. 4 milliards à travers le monde. 4 milliards de personnes, effectivement, ont suivi les funérailles d'Elisabeth II. C'était quelque chose d'incroyable. Moi, j'ai eu la chance d'être à Londres. Toi aussi, tu devais être à Londres pour des émissions spéciales délocalisées sur place. Il y a une ferveur. Enfin, c'était un personnage historique qui partait. Parce que 96 ans, donc en effet, on s'y attendait sans s'y attendre, puisque le contexte, je vous le rappelle, 2 jours plus tôt seulement, elle est encore en train de réaliser une séance de photos avec Liz Truss, qui vient d'être nommée Premier ministre. Alors, on est un peu alerté parce que la séance de photos a lieu à Balmoral et techniquement, 70 ans de règne, c'est la première fois que ça se fait. Normalement, même lorsqu'elle était en villégiature et en vacances, elle revenait à Londres pour être dans le grand salon de Buckingham Palace pour immortaliser cet instant. On est un peu interpellé, c'est vrai, mais pas au point de se dire 2 jours plus tard, on annoncera son décès. Et puis, il y a des personnages qui divisent, pour le coup. La reine Elisabeth, elle ne divise pas. Tout le monde l'aimait. Tout le monde a toujours gardé ses nuits. Tout le monde l'adorait. Il y a Michel Drucker. Et je vous rappelle, les médias ont la mémoire courte. Il faut faire dans notre propre jardin. Parce que quand il y a eu l'affaire Lydie, on disait la reine ne s'en sortira jamais. Elle va avoir la haine mondiale. Et tu vois. D'ailleurs, attends, c'est vrai, tu as raison. Effectivement, elle a quand même eu des passages à vide, Elisabeth II. Elle est devenue légendaire depuis 97 et depuis Diana, en effet, parce qu'elle a compris, on lui a fait comprendre que la couronne tremblait, qu'elle risquait de la perdre et qu'il fallait absolument qu'elle change de style. Et c'est à ce moment-là, c'est anecdotique, mais pas tant que ça, qu'elle engage d'ailleurs une certaine Angela Kelly qui va devenir son habilleuse. Et c'est Angela Kelly qui va nous faire la reine arc-en-ciel. La reine, vous vous souvenez, vert gazon, orange, jaune citron. Et ça, non seulement ça va la marquer, mais en plus de ça, le service communication, le press office de Buckingham va vraiment engager du monde pour commencer à communiquer et rendre une reine accessible. Non, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, en fait, quand il y a le décès de Diana, elle se conduit extrêmement mal. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas, elle ne montre aucun elle se comporte comme un chef d'État. Et effectivement, à ce moment-là, il y a tout le truc, le système de com du palais qui dit OK, on va changer les idées, on va l'habiller en citrouille et puis comme ça on va passer à autre chose. Mais c'est un peu ça qui se passe. J'ai des mal pris, Mickaël. Moi j'ai une question pour Bertrand. Est-ce que les drames, les maladies, les séparations, est-ce que tout ça n'a pas commencé au moment de l'accession au trône du grand-père George VI, qui lui va être malade, qui lui a eu, parce que le premier cancer c'est lui quand même dans la famille qui a été gravement malade. Si on remonte à George VI, en effet, l'accession au trône c'est 36, donc on remonte vraiment à très loin.
Bertrand, parce que certains disent que en fait, cette lignée n'aurait pas dû être sur le trône. Mais la lignée n'aurait pas dû être sur le trône depuis George VI. Alors là, je te l'accorde, c'est vrai, en effet. On va changer de branche. Moi, je pense vraiment que c'est un tout petit peu plus tard. C'est un peu The Crown, dans le fond. Je pense que tout commence en 1953 avec le couronnement d'Élisabeth II, où elle est la première à accepter que les caméras de la BBC filment en direct la cérémonie du couronnement qui va durer 3 heures. Et pourquoi est-ce que je dis que ça commence à partir de ce moment-là? Parce que le loup est rentré dans la bergerie. Les médias sont désormais au plus proche de la famille royale. Ils ne seront plus jamais traités comme des royaux, ils vont devenir des people. Et la première à en faire les frais, c'est la princesse. Et la première à en faire les frais, c'est la princesse Margaret, la sœur d'Élisabeth II, qui en effet... Quel ferveur! C'est ça qui s'en met plein les fouilles. Est-ce que vous vous souvenez aussi des rumeurs qu'il y avait autour de la reine Élisabeth II? On pensait qu'on avait mis en place son sosie, regardez. Ouais. Ah oui. Là, c'est Kate. Là aussi, il y a eu maladie et on a dit qu'on avait mis effectivement à sa place un sosie. Mais est-ce qu'on n'y croirait pas un peu? Pourquoi? Parce que vous savez, Kate, il y a eu cette très longue absence, puisque elle n'était plus apparue depuis Noël. Et elle est réapparue samedi. Génial. On croise les doigts, on applaudit, c'est qu'elle va mieux. Et en effet, il y a eu les rumeurs les plus folles. La vidéo aussi. Il y a eu la photo qui a été retouchée à de nombreuses reprises. Et il y a eu cette fameuse vidéo où on disait, mais vous voyez, tout compte fait, ce n'est pas elle, c'est un sosie. Est-ce qu'on lui pardonne? Moi, à me dire que William aurait été se balader à côté d'un sosie exprès pour rassurer la population quand on est un futur roi, qu'on déteste les médias, moi perso j'y crois pas, mais ça n'engage que moi. Est-ce qu'on lui pardonne la photo retouchée? Parce qu'à l'époque, tu avais été extrêmement dur avec elle. Alors j'avais été extrêmement dur, tu as raison de le souligner, merci Maxime. Pourquoi? Parce que j'avais dit, en gros, il y a une couille dans le potage. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'était vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je connais Kate Middleton par cœur, je l'aime beaucoup. Elle est ultra professionnelle. C'est un animal de sang-froid, Kate, il faut le savoir. Pour en arriver là, elle est très stratégique, très maligne, très rusée. Il n'est pas possible et concevable qu'elle ait commis autant d'erreurs, qu'elle ait retouché une photo à 12 reprises et qu'elle se soit dit, elle qui connaît les médias comme par cœur, ils ne vont pas le voir. Elle me l'a énervé. Donc voilà, donc je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et on apprenait dans les jours qui suivent, tu me l'accorderas, qu'en effet, il y avait ce cancer qu'elle souhaitait cacher. De toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était dérisoire. J'ai jamais compris pourquoi on faisait autant de bins autour de cette photo. Alors, d'autant que tous les portraits sont touchés. C'est incroyable. Pas ces photos. C'est clair. déjà. Tu divines. Je vais pas lui jeter la première. On a vu samedi Kate Middleton à la cérémonie Trooping the Colour, c'est ça? Oui, défilé au couleurs. Voilà. C'est la première fois qu'on la voit depuis l'annonce de son cancer. Oui. Est-ce que ça veut dire que c'est bon signe, qu'elle va peut-être mieux? Je sais que tu n'es pas médecin, Bertrand, mais non. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, je ne suis toujours pas médecin, en effet, mais je m'en réfère au communiqué qu'elle a publié le vendredi. C'est sûr, elle tient son rang. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne suis pas encore sortie du bois. Et alors attends, il y a de bons et de moins bons jours. Et on va revenir aussi sur cette vidéo où elle le dit, parce qu'elle est acculée, elle n'a pas le choix. Kate, à un moment, il faut qu'elle prenne la parole, effectivement, entre les photos, ça a les été vidéos. immonde. Et elle dit, souvenez-vous de cette vidéo, elle dit, bah voilà, je suis atteinte d'un cancer. Regardez. Ces derniers mois ont été très compliqués pour notre famille. Mais j'ai eu une équipe médicale formidable qui a pris soin de moi et je leur en suis très reconnaissante. En janvier, j'ai subi une opération abdominale à Londres. À l'époque, on pensait que ma condition était non cancéreuse. L'opération a été un succès, mais des examens réalisés après l'opération ont révélé la présence d'un cancer. Mon équipe médicale a donc décidé que je devais suivre un traitement de chimiothérapie préventive. Nous avons besoin de temps, d'espace et d'intimité, le temps que je termine mon traitement. À tous ceux qui combattent cette maladie, sous quelle forme que ce soit, ne perdez pas la foi, ni l'espoir, vous n'êtes pas seul. Vous vous souvenez de cette vidéo? D'abord, juste, attendez, bon, c'était vraiment un tsunami, je voudrais juste qu'on dise quelque chose sur la forme. Le pull, parce que tout est travaillé, vous ne pensez pas avec un fait le pull qui traînait, machin, le jean, pas maquillé, la marinière, le pull marinière, le jean, elle est quand même, on la voit, elle est très blanche. Mais c'est une mise en scène. Le banc qui est un banc tout simple. Que l'on a transporté devant un parterre de gens qui est le symbole de la lutte contre le cancer. Ah, bravo, les gentils, oui, c'est vrai qu'elles sont... Tout a été parfaitement orchestré, mais là, Pascal,
Pascal, si je peux une petite parenthèse. On touche du doigt l'essence de la monarchie. Ça veut donc dire que ce n'est pas une femme comme les autres. Ce ne sera jamais une femme comme les autres. Même lorsqu'elle sait qu'elle a le cancer. Et à ce stade, là où elle fait la vidéo, elle ne sait pas encore vraiment si ses jours sont en danger, si vraiment à quel stade on en est. Elle est obligée de communiquer. Et elle demande, en gros, elle termine en disant, je vous en prie, laissez-moi du temps. On a besoin de temps. Et c'est là que l'on me dit, oui, tu parles tout le temps de la famille royale, tu es fasciné par des gens comme nous. C'est Buckingham qui a mentionné la com au début, il n'y avait pas eu d'histoire. Oui, mais ce qui a été expliqué, en fait, ce qui a été expliqué par le palais, c'est qu'en fait, il y avait eu tellement de rumeurs au bout d'un moment qu'elle a été obligée, elle a été acculée. Les rumeurs et prendre la parole en amont, non? Mais parce qu'elle savait pas, mais a priori, elle ne savait pas encore quel était le diagnostic exact aussi. Quand vous faites des examens, quand vous avez un cancer, vous ne savez pas encore finalement quel sera le protocole, quel est le cancer, quel est le stade, est-ce qu'il y a des métastases, etc. Il ne fallait pas tricher. Parce que si tu triches, là où Pascal a raison, c'est que ça a tellement pris des proportions mais inimaginables. On l'a dit, c'est morte. On disait, regardez, elle est morte. Et William est en train de défiler avec un sosie, quoi. Elle a été obligée de communiquer. Oui, parce que vous parliez de la forme, Pascal. En effet, rien n'a été laissé au hasard. Mais on voit qu'avec cette annonce de Kate Middleton, mais également l'annonce du roi qui avait dit qu'il avait un cancer, est-ce que c'est pas aussi une méthode de communication pour dire, regardez, le cancer, voyez, ça touche tout le monde, y compris nous. Donc, ne soyez pas, si vous êtes concerné par ça, ne soyez pas. C'est aussi la manière de faire, de communiquer. Ce qui est absolument génial, c'est que suite. Pourquoi est-ce que le roi a décidé de dire qu'il avait été opéré de la prostate? Parce qu'on a le NHS, donc le service médical anglais, a constaté que 200% d'hommes en plus ont été se faire tester contre un éventuel cancer de la prostate. C'est ça aussi la force de la famille royale. Non, c'est la campagne. Je trouve que quelque part, effectivement, ça les normalise, ça les touche, comme tout le monde touche. Et quand on dit il y a une malédiction, il y a 3 ou 4 maladies en même temps, je suis désolée, il y a des tas de familles où il y a effectivement plusieurs cancers en même temps, parce que les merdes, ça vole en escadrille. Il y a des années maudites et il y a des années glorieuses. Et eux, ils vivent une année maudite. Et comme ils sont rois, effectivement, on les regarde de tout. On les regarde, mais aussi là où c'est un peu terrible, c'est que leur job à eux, maintenant, puisque c'est une monarchie représentative, c'est la représentation. Leur job, ce n'est plus que de l'image. La force des Windsor, c'est le glamour. Et là où Kate nous manque, et encore bien qu'on a eu cette apparition samedi, c'est qu'il faut qu'ils jouent cette carte du glamour. Il n'y a personne d'autre pour la jouer. Arrêtez des devantures de cheminée, c'est pas eux le gouvernement, de toute façon. C'est sûr, c'est de la représentation, mais c'est pour ça effectivement que et ça nous manquait, ça manquait à la presse, et en quelque sorte, ça manque à leur pouvoir. Il suffirait d'une signature et d'un paragraphe du Premier ministre, et la famille royale, on n'en parle plus, il serait terminé, il serait limogé. Et comme ça, on ne parle pas d'Andrews. Tu pars en vacances ou pas? Tu vas aller où en vacances? Avec tous les rebondissements dans la... Eh bien, pas du tout, je reste en... Il écrit un livre. Oui, j'écris. Et alors, ça empêche pas de partir en vacances? Et c'est très littéraire. Bon, et c'est quoi ton bouquin? Je vous le dévoilerai bientôt. Sur la famille royale, évidemment, sur la famille royale, sur une personnalité qui ne me laisse pas indifférent et dont on a beaucoup parlé. La couronne vous paye les siennes. C'est ça. Ouais. Alors, on prend les paris. Non, mais je te dis ça parce qu'on a Bernard Sabat qui est là et on est très 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 heureux de l'accueillir. On va parler du dossier suivant, le dossier d'été, hôtel, vol à moitié prix. Merci beaucoup Bertrand de venir. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Quels sont les bons plans de l'été? Bonjour Bernard Sabat. Bonjour Bernard, comment ça va? Très bien Pascal. Bon, on a besoin de conseils pour partir en vacances, pour ceux qui n'ont rien préparé comme moi par exemple, qui n'a rien anticipé. Qui part en vacances là? Mais il paraît que c'est mieux le Laoumi. Je devais partir sur les îles de la mer Ionienne en Grèce. Le problème, c'est que j'ai pas réservé et tout a explosé. Et donc je suis un con qui réserve à la dernière minute et donc je me fais avoir. Voilà. Et moi, je veux savoir. Bernard, alors tu vas où? On va les Antilles comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai une vraie question après. On verra. On va en parler. On a des questions. Nickel, tu vas où? Je pars en Guadeloupe. Mais moi, je réserve longtemps d'avance. C'est sympa. Tu invites tes potes, tu dis rien, toi. Mais aussi, on va venir chez toi. Tu vas où, Isabelle? Moi, je vais en Haute-Savoie, mais je te signale qu'il paraît qu'il fait 50 en Grèce, cette ville camarade. Oui, très chaud la Grèce cet été, c'est trop cher. Il y a eu 3 morts la semaine dernière, donc. Bernard, comment ça va, Bernard? En pleine forme. Ah bah ouais, mais ça, toujours. Bernard, toujours. Toujours content, puis on est trop content de l'avoir. Bernard, on a besoin de toi. Ouais, je vous écoute, c'est 50 € la réponse. Donc dis donc, 50 €, qu'est-ce que c'est 50 € la réponse? Je ne crois pas, c'est hyper cher, ça va pas du tout ce qu'on m'avait dit. Le top des destinations pour cet été, peut-être. On nous dit que, alors attends, dans le classement, peut-être qu'il va s'afficher, c'est quoi la destination préférée de la Français? Pour l'instant, la destination qui vient, on va peut-être le voir sur le tableau, mais c'est vrai que la Croatie,
le Portugal, ce sont des destinations qui viennent. Hein ouais, c'est accessible. Oui, c'est accessible justement. L'Albanie, évidemment, c'est la grande destination parce qu'ils ont construit des hôtels de luxe à moindre coût. On a les îles Canaries, évidemment, parce qu'on a Fuerteventura, Lanzarote, avec des vols au départ de Paris, mais aussi de province. Et puis, ce qui est assez étonnant, alors on dit le ski, mais en fait, c'est la montagne. Grâce au Covid, on a découvert les vertus de la montagne. En France, bien sûr, bien sûr. Dis donc, pourquoi on nous dit destination pas chère, les Cyclades en Grèce? C'est cher, les Cyclades. C'est cher, sans Mykonos, ils vont tous faire la fête. C'est cher, les Cyclades. Je vous rassure, c'est pas moi qui ai envoyé ce tableau. C'est pas ma visité. Mais je peux dire, Paros, Mykonos, etc. C'est hors de prix. C'est l'offre et la demande. Donc ça, pour les Cyclades, je ne peux pas vous garantir. Évidemment, il y a énormément d'avions qui ont été mis à disposition sur cet axe-là. Donc automatiquement, on en fait la promotion. Et donc évidemment. Bernard, si on n'a pas réservé ses vacances, c'est foutu ou pas? Non, c'est pas foutu. Je vous le dis souvent dans cette émission. On en a parlé déjà, Pascal, la dernière fois. Je me suis accroché avec Sacha là-dessus. Rappelez-vous. C'est la s'embrouiller, c'est l'été tranquille. Non, mais je le dis quand même, je le rappelle aux téléspectateurs que dans tous les cas, en dernière minute, c'est pas vous qui choisissez la destination, c'est la destination qui vous choisit. Et c'est ça qui est important. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à l'accepter. Si vous avez décidé, comme il l'a fait, de partir en Guadeloupe et qui dit je veux partir, là je vais réserver dans une semaine, c'est pas lui qui va décider de la date de départ. Et peut-être qu'il va atterrir en Martinique au lieu de la Guadeloupe. D'accord? Parce que c'est mieux en même temps, Bernard. Oui, ça je suis d'accord. Sauf si on est blindé. Alors, si on réserve, évidemment, il y a deux méthodologies, Pascal. C'est où on réserve 8 mois à l'avance, et là, on a un tarif canon. Mais avec des règles qui sont très strictes, ce qu'on appelle la règle du RER, ça n'a rien à voir avec le transport. C'est réservation, émission du billet et règlement immédiat. Et là, le problème, c'est que après, pour annuler, c'est compliqué, il faut prendre une belle assurance. Voilà, et là, aujourd'hui, là, tout de suite, là, Bernard, on fait comment? Là, en ce moment, il y a des... On t'appelle et on dit je pars en vacances. Justement, on a utilisé un mot... On t'appelle et on dit je pars en vacances, parce que c'est ça, c'est toi qui vas choisir. Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, la forte demande, elle est sur les Canaries, sur l'Espagne et sur le Portugal. Et la Croatie, c'est les 4 destinations qui sont le plus demandées et sur lesquelles il y a encore beaucoup d'offres. Parce que justement, ce sont des nouvelles destinations. Alors, pas les Canaries, mais par exemple la Croatie, l'Albanie, c'est des destinations que vous ne voyiez pas par le passé. Il y a encore des billets. Non, en Croatie, ça coûte une tonne. Ça dépend où tu vas. Ça dépend où vous allez, mais évidemment. Les billets, juste les billets. Bah oui, de revenir. Un billet d'avion aujourd'hui, par la période d'été de juillet-août, sur des destinations européennes, on est entre 400 et 500 euros, hein, c'est le minimum. Et si tu pars le lundi? Alors, justement, ce qui est important, c'est le jour de la réservation et le jour de départ. On réserve toujours, je vous le dis souvent dans cette émission, on réserve dans la nuit du lundi au mardi. Rappelez-vous, la nuit, quoi, c'est 2 heures, 3 heures du matin, parce que l'algorithme fait que... Exactement. À quelle heure? Entre 2 heures et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs, les organisateurs de voyage rendent des allotements d'avions qu'ils ont, des places d'avion qu'ils ont, qu'ils n'ont pas vendues. Ils les remettent en service dans les ordinateurs. Et vous avez les comparateurs de prix qui moulinent et qui vous sortent des opportunités. Et c'est pour ça qu'il faut se réveiller. Entre 2h et 3h du matin ce soir, donc tu dis. Exactement, cette nuit, entre lundi et mardi, ouais. Est-ce que je peux rebondir? Et attendez, excusez-moi, et partir, s'il vous plaît, partez un jeudi. Rentrez un lundi, ne partez surtout pas un vendredi, samedi, dimanche. C'est de la folie, vous avez payé 20% plus cher. Si tu pars le lundi, ça va? Oui, c'est parfait. Lundi. Exactement. Revenir le lundi, partir le jeudi ou partir le lundi, c'est parfait. Et demain matin. Attendez, c'est 50 € la réponse, je suis déjà à 150 €. Les uns après les autres. Les uns après les autres. Vas-y, Sophie. Demain matin, vers 7h du matin, quand on se réveille normalement, est-ce qu'il y a encore les offres de 3h du matin de la veille? Alors, évidemment, si je suis plus précautionneux que toi, je vais y aller plus tôt, donc je vais te prendre la place. Il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller à 3h. Ah, mais t'inquiète pas, ils se lèvent. Les jeunes, et je veux dire ceux qui achètent en ligne, c'est des concurrents directement à notre génération. Donc, c'est des gens qui sont là et qui, eux, vont aller boire un verre et à 2h du matin, Michael, les uns après les autres. Michael. Est-ce qu'il y a encore une valeur ajoutée aujourd'hui à l'agent de voyage? Est-ce que l'agent de voyage par rapport à Internet? Alors, c'est lui qui va se lever à 2h du matin, c'est pas mal ça. À quoi ça sert aujourd'hui? Michael, c'est une question très importante aujourd'hui. C'est le problème des garanties. Vous savez que quand vous allez acheter dans une agence de voyage, même en ligne, parce qu'aujourd'hui, il y a des agences de voyage en ligne, il faut être sûr que l'agence existe vraiment. Ça veut dire qu'elle a un numéro d'immatriculation, Château France, d'accord, qu'elle a une garantie financière. Ça veut dire que l'argent que vous déposez, que vous soyez sûr qu'on vous le rende si elle dépose le bilan, l'agence en question, donc c'est pas anodin comme démarche, et qu'elle fasse partie qu'elle ait une garantie comme la PSC financière et surtout qu'elle fasse partie des entreprises du voyage, des EDV. Comme ça, au moins, quand vous avez ces 3 labels, vous êtes sûr quand vous allez réserver et qu'elles soient européennes. Mais est-ce qu'on va payer moins cher en agence ou sur Internet? Aujourd'hui, les agences vendent aussi bien et à des prix très compétitifs. Pourquoi? Parce que les tours opérateurs qui sont dépendants de la distribution ont compris qu'ils sont incontournables, les agences de voyage. Et avant, l'agence de voyage était ouverte de 10h du matin à 18h. Aujourd'hui, elle est ouverte 24h/24 avec son site internet. Vous allez envoyer un message à 23h, vous avez pris une réservation potentielle en option, et le lendemain matin, elle est là. T'as une garantie. Attendez, les uns après les autres, là, tout le monde est parti en vacances. Personne n'a préparé ses vacances. Tout le monde est en retard. Personne n'a préparé ses vacances. Sur ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce qu'il dit, Nasser? Moi, je vais juste rebondir sur ce qu'il vient de dire, et je défends le propos de Bernard.
Alors, il y a la semaine dernière, le 3e tour opérateur mondial, européen, qui s'appelle FTI Group, a déposé le bilan avec près de 11 000 salariés. Et il a laissé des milliers de clients sur la destination. C'est terrible. C'est important ce que dit Nasser. Mais c'est pour vous dire que la différence qu'il y a aujourd'hui, ceux qui avaient pris leurs vacances par Internet ont moins de chances de se faire rembourser que par ceux qui sont passés par les agences de voyage. Et ça, il a raison. En France, FTI France, toutes les personnes qui ont acheté sur FTI France en ligne ou en agence de voyage, comme vous dites, eux, la garantie financière de la profession, la PST, c'est l'association professionnelle du tourisme. Je dis juste que... Non, mais c'est intéressant ce que dit. Mais si vous dites, Nasser. Non, mais attendez, je termine. Non, mais Nasser a donné une information importante. Si vous avez acheté en France au tour opérateur, la garantie financière de la profession du tourisme, la PST, va jouer en votre faveur. On va vous rembourser, on va vous faire ce voyage-là. Vous achetez passer par des agences de voyage. Non, attendez, je termine. Si vous avez acheté en frontalier, Pascal, si vous achetez en frontalier, vous achetez en Allemagne, il n'y a pas de garantie. Donc c'est ça qui est grave. Et après, je parle plus. J'ai vu tellement de gens. Moi, j'ai 35 ans à destination. J'ai vu des centaines, des milliers de personnes qui ont payé le moins cher possible, qui ont fait des crevards, qui ont pour 1 euro de plus via Internet et rien. Et quand on se trouve en galère, quand il y a une épidémie, quand il y a un tsunami. Tu es en galère avec tes potes en Tunisie. Non, je ne sais plus. Mais je ne sais pas choisir. Moi, pour moi, j'ai jamais su choisir mes vacances pour moi. Mais la différence qu'il y a, c'est quand on passe par une agence de voyage, le jour où il y a un tsunami, le jour où il y a un Covid, vous serez sécurisé et vous serez nous porter la poisse là. Allez, vas-y, Sacha. Bernard, est-ce que vous pouvez trancher ce dilemme qu'on a, je pense, beaucoup, en tout cas ceux qui peuvent partir en vacances, qui ont la chance de pouvoir partir en vacances, est-ce qu'il faut réserver son vol de façon différente de l'hôtel ou est-ce qu'il faut réserver forcément le package? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? Sacha, c'est une excellente question parce que la notion de forfait est essentielle en agence de voyage. Je vous explique ça en 2 mots. Si vous achetez un billet d'avion hyper intéressant, d'accord, à un prix, et puis après vous achetez l'hôtel, comme les deux ne sont pas réunis sur la même facture, ce n'est pas un forfait. C'est pas assimilé comme un forfait et la garantie financière ne jouera pas si vous achetez ça séparément. Si vous les regroupez, si vous avez acheté l'hôtel et le billet d'avion en même temps et que ça dépasse 24 heures, là vous êtes couvert par la garantie financière. C'est très important de le savoir parce que les gens ne le savent pas. Moi je vois mes enfants, j'avais 4 agences de voyage, je me dis mes enfants vont suivre la logique. Ils n'achètent pas et à chaque fois je leur dis là maintenant, excusez-moi le terme, vous êtes dans la MERDE parce que vous avez acheté un billet d'avion qui était pas cher et donc automatiquement maintenant il faut trouver une solution. Maxime. Et on en pense quoi des comparateurs de prix? Moi, je me méfie beaucoup des comparateurs de prix, parce qu'il y a certains qui font de la pub, des compagnies aériennes. Est-ce que vous pouvez nous en citer 1 ou 2 ou 3 qui sont vraiment de vrais comparateurs? Alors, aujourd'hui, vous avez Mr Fly. C'est les créateurs de Go Voyage de l'époque et de Podo. C'est eux qui ont créé Go Voyage en France. Ils ont converti ça à Mr Fly. Ça, ils sont très sérieux en termes de fiabilité. Et en plus, on peut agréger des hôtels chez eux avec HRESA. Donc, vous aurez la notion de forfait. Ça, c'est important. Et après, vous avez d'autres comparateurs que je faisais. C'est ce que je fais. Mais quand on rajoute les bagages et tout, à la fin, le prix, il est presque très... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est le problème des compagnies low cost. Il faut en citer 2 autres. Alors, c'est pour ça que je vous cite 2 autres. Je vous dis donc, vous avez Go Voyage, vous avez Opodo, vous avez eDreams. Voilà des marques. Je peux dire quelque chose juste. Vas-y, qu'est-ce qu'il Parce qu'il a cité 3. Ok. Donc moi, j'ai eu un problème avec Opodo. Je peux le dire? Je sais pas. Donc j'ai eu un problème avec Opodo. Je gère des litiges avec Julien Courbet tous les jours. C'est ça. Opodo, c'est Air France. Donc, en gros, j'avais donc réservé mon vol via Opodo sur une compagnie, la compagnie qui est Transavia. J'explique le truc. Il l'a dit lui. Il a dit Opodo. Mais il aurait pu avoir un souci avec Lufthansa, avec. La compagnie n'avait pas la réservation. Ça arrive. Donc, moi, la compagnie n'avait pas ma réservation. Donc, je suis arrivée au guichet, machin. Non, vous n'êtes pas sur notre vol, machin. Donc, moi, je poste parce que j'ai quand même la chance d'être journaliste et d'avoir une petite visibilité. Donc, je mets une story et je tag Opodo et je leur dis voilà ce qui s'est passé, etc. Comment on fait? Je ne pouvais pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont envoyé des messages privés en me disant avec ce comparateur de prix et d'autres, d'ailleurs, du reste, on a eu les mêmes galères, on a eu du mal à se faire rembourser. Alors, Bernard... Alors, les bugs informatiques, ça existe partout. Et attendez, vous n'aurez pas des compagnies... Beaucoup de gens, je vous assure. Mais moi, je vis ça tous les jours. Vas-y, vous avez de la chance, parce que vous êtes journaliste, je vous donne la réponse, écoutez-moi, c'est important. Vous avez raison. Mais je veux dire, on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. C'est une règle que m'a toujours appris ma maman. Et dans ce cas de figure, vous avez des centaines de milliers de billets d'avion qui sont vendus chaque semaine sur les compagnies aériennes. Automatiquement, certaines compagnies aériennes profitent d'un comparateur de prix pour
vous dire qu'ils n'ont pas votre réserve parce qu'ils l'ont vendu. Ne l'oubliez pas, ça aussi. C'est les vols surbookés. Ça, c'est le vol surbooké. Et le surbook en France aujourd'hui, comme en Europe avec la Convention européenne, prenez des compagnies européennes qui sont soumises à une législation très claire sur laquelle, si on vous surbook, on vous annule votre vol, vous avez 3 heures de retard, on vous rembourse entre 250 € et 600 € par passager. Voilà une information. Il faut booker directement via la compagnie. Ludivine. À vous de choisir. Mais c'est pas un argument de dire parce que passer un comparateur, ça ne marche pas. Ouais, ok. Ludivine, toi qui voyages beaucoup. Oui, qui voyage tout le temps. Tu vois l'avion. Il y avait vraiment des sites qui étaient dédiés au last minute. Est-ce que ça, c'est encore tendance? Je me rappelle lastminute.com, c'était mon meilleur ami quand on n'a pas le droit de citer des marques. On a dit Opodo, tout ça. Mais non, mais ça n'existe plus, ça. Si, ça existe. On est la seconde, mais pas la minute. Voilà, c'est ça. Mais est-ce que ça fonctionne encore, ces sites-là? Alors, toujours pareil, vous avez des différentes marques. Et je les cite volontairement pour qu'on en ait plus. Il y a Last Minute, il y a Fram, il y a aujourd'hui... Tout va bien, on a cité toutes les marques. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Quand vous annulez vos vacances, vous devez partir avec vos enfants. Un de vos enfants a une otite, il ne peut pas prendre l'avion. Vous annulez, vous avez pris une assurance, et vous allez être remboursé par l'assurance. Ces places sont remises en service. Et ces acteurs du voyage de dernière minute ont des bons hôtels et des bonnes places sans aucun problème. C'est ce qu'on appelle le surplus qui est revendu. Exactement. Voilà. Donc c'est pas obligatoirement des choses qui sont pas bonnes, entre guillemets. Vous nous avez donné un horaire et un jour pour réserver nos billets moins chers. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a un horaire et un jour pour réserver l'hôtel moins cher? Non, il n'y a pas de location d'appartement. Toujours pareil. On revient toujours au phénomène de vente. Si l'hôtel n'est pas bien rempli une semaine avant, vous allez avoir des opportunités. Aujourd'hui, il y a des grands groupes que je ne citerai pas de luxe qui sont partout en France avec une météo défavorable sur la Normandie et ailleurs dans le nord-ouest de la France. Cette météo amène justement une baisse de fréquentation, donc des tarifs hyper intéressants. D'ailleurs, les hôtels sont souvent moins chers sur les sites qui leur appartiennent plutôt que sur les plateformes. Mais bien sûr, parce qu'ils leur donnent 25% de commission. Mais une question, il y a un vrai fléau, et je pense que dans le public, ceux qui ont pris l'avion dernièrement, vous avez pu le constater, ce sont les bagages cabines. compagnie nous font. Je suis contente. Mais oui. Ça va, Sophie? J'ai eu ça là. Ils ont tous changé les gabarits. Alors, ils changent les gabarits. Ils nous font payer des bagages cabines alors que c'était gratuit avant. Est-ce que c'est légal? Je pense que la Commission européenne s'est mêlée de ça. Exactement. La Commission européenne va mettre des mesures bien précises pour les bagages cabines avec un nombre de kilos, 7 kilos, un métrage. Un format aussi. Attends, Bernard, c'est déjà le cas. Donc là, il nous casse les pieds d'accord. Non. Justement, chaque compagnie. Comme c'était un petit peu le bazar, l'Europe a décidé de dire vous êtes compagnie européenne, vous allez tous rentrer dans ce cadre, vous n'allez pas abuser du client au dernier moment avec un surplus. Donc ça va être réglementé, c'est important. Je pense qu'entre septembre et décembre, ça sera officiel. Tout le monde aura les mêmes mesures parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, on paye 30, 40 euros en supplément. Non, j'ai payé 60 euros il y a 15 jours alors que j'étais bien placé pour le savoir. Et pourtant, on m'a dit votre format ne rentre pas et j'ai été obligé de payer. Bernard, je voudrais comprendre un truc. Sur quelle compagnie? Je suis persuadée, à propos des valises cabines, qu'il y en a beaucoup qui se posent la question pourquoi est-on limité en quantité de liquide? Vous avez vu ça aussi, ça a changé. En quantité, vous avez vu? Je voudrais la réponse de Bernard. Alors, il y a... Pourquoi? On ne comprend pas. Pourquoi tu peux pas prendre ton shampoing comme ça? qui vous gêne, ça ne sera plus le cas. Attendez, parlez de quantité. Attends, c'est un sachet. Sophie, tu laisses répondre Bernard. Regardez, Sophie, comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est 100 millilitres qu'on vous impose obligatoirement. Vous ne pouvez pas prendre plus, OK? Maintenant, avec les nouveaux scanners qui viennent d'arriver, d'accord, depuis en test à Paris, à Lyon et à Heathrow en Angleterre, aujourd'hui, vous avez cette particularité de pouvoir, parce qu'avec le scanner, on voit exactement le produit qu'il y a dedans. Aujourd'hui, pourquoi on contingente ça? Parce que c'est plus facile à contrôler 100 millilitres que plus pour avoir des liquides qui peuvent être inflammables et qui peuvent causer des incidents très graves. Sophie, je suis désolé, même si vous dites non, je vous dis... C'est pas le problème des 100 millilitres, moi ça me va très bien les 100 millilitres, c'est qu'avant, on avait le droit d'avoir plusieurs petits sachets en plastique avec le bon format. Maintenant, ils ont changé, Bernard, c'est plus qu'un petit sachet en plastique par personne. Ça fait longtemps. Voilà. Oui, d'accord. Mais n'empêche que quand vous allez acheter au duty free, Sophie, quand vous allez acheter au duty free, vous demandez un plastique bien spécifique, vous pouvez en avoir 3. Vous avez 3 achats, d'un mesure où vous respectez les quantités, ils les prennent automatiquement, Sophie. Oui, ils les prennent automatiquement. Donc ils n'ont pas le choix. Et parce que vous avez acheté au duty free. C'est un deal aussi entre les aéroports et les compagnies. C'est du business. Mais oui, on ne s'en sort pas. Non, mais attends. Et n'achetez surtout pas votre bouteille d'eau avant de passer le contrôle. Elle est perdue, la bouteille d'eau. Il faut vraiment être demeuré. Un point partant. Sophie, vous parliez des bagages. Isabelle, on a déjà eu cette question ensemble une fois pour les bagages. Pour éviter de les perdre, ces bagages.
Vous savez qu'on perd 370 000 bagages par an, tout aéroport confondu. C'est énorme. Eh ben, aujourd'hui, mettez une couleur différente, parce que tout le monde a toutes les valises qu'on connaît. Tout le monde met des couleurs différentes, tout le monde a l'astuce. Il y en a Déjà un, mais deux, surtout, mettez vos coordonnées, votre mail, votre téléphone dans la valise, parce que quand la police de l'air des frontières, on vous arrache non, mais on vous arrache l'étiquette, au moins dans la valise, quand on ouvrira votre bagage, on aura vos coordonnées, on vous appellera direct. On peut mettre des trackers. On peut mettre des trackers. Bernard, on peut vous appeler si on a un problème? Ce soir, entre 2h et 3h. Je suis disponible dans l'émission de Julien Courbet tous les matins sur RTL et sur M6. Appelez-moi avec Julien Courbet sur RTL. Vous appelez ce soir à 2h entre 2h et 3h. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est le commissaire Magellan sur C8. On se retrouve demain. On aura les Worlds Park qui seront sur le plateau.